J'ai intitulé ça Les récifs artificiels à Marseille vers la reconquête du milieu marin, parce que je vais après vous avoir introduit les différents aspects de ce projet, parce que je pense que parmi vous, il y en a qui ont beaucoup entendu parler des récifs artificiels sans vraiment imaginer ce que ça représente. Je vais vous présenter les principaux résultats que l'on a depuis que l'on effectue des suivis. Alors tout d'abord, la notion de récif artificiel englobe tous les habitats artificiels qui sont immergés volontairement par l'homme. C'est quelque chose qui est utilisé à travers le monde. Les champions du monde sont les Japonais, avec 20 millions de mètres cubes. Donc c'est quelque chose de considérable. Eux cultivent la mer, alors que nous, on a plus la culture du loisir maritime et de la mer pour tous. Eux utilisent la mer comme nos agriculteurs notre terre. C'est pour ça qu'ils ont développé beaucoup d'habitats artificiels. Et en Europe, c'est quelque chose de beaucoup moins répandu, même si actuellement, il y a de plus en plus d'immersion de récifs. Donc vous avez ici quelques illustrations de récifs, pas forcément ceux de Marseille, qui se trouvent quand même en Méditerranée, mais d'autres récifs. Alors ce qui est important de retenir, c'est le fait qu'on appelle récif artificiel quelque chose qui est immergé volontairement. Donc une épave, par exemple, d'un bateau qui s'échoue de manière accidentelle, même s'il ne fonctionne pas comme un récif, même s'il fonctionne comme un récif artificiel et qui peut avoir finalement un peu les mêmes fonctions, on n'appelle pas ça un récif artificiel. Voilà, alors pourquoi on immerge des récifs artificiels dans le milieu? Parce que souvent, dans des sites abîmés, on essaie de restaurer un site grâce à ces habitats, même si on ne va pas le restaurer à l'identique, bien évidemment, parce qu'on amène quelque chose d'artificiel. Ça peut permettre de restaurer des peuplements de poissons, par exemple, de restaurer des habitats qui vont être colonisés, etc. C'est également un outil qui va permettre d'avoir une gestion durable de la ressource, parce que avec la production de poissons, on peut favoriser des activités de pêche et notamment de pêche artisanale. Ça permet parfois de protéger le littoral vis-à-vis de certaines activités, notamment des activités de pêche illégale comme le chalutage à faible profondeur. Dans certains pays, on développe les récifs pour avoir des activités de loisirs et notamment on développe des récifs artificiels pour la plongée de loisirs, pour la pêche de loisirs. On peut faire des musées sous-marins également. Et puis, dans certains pays, on a même fait des récifs très proches d'une plage pour recréer des vagues qui vont déferler sur la plage et pour les activités de surf. Puis enfin, ça peut être des très bons supports pour l'éducation à l'environnement parce que ça fait l'occasion de parler d'environnement marin et de sa restauration. Alors je vais commencer par quelques notions un peu techniques de comment fonctionne en théorie un récif et puis à quoi ça sert. Quand on immerge des récifs de production, le but c'est d'essayer d'accroître la ressource pour essayer d'avoir plus de ressources pour l'exploitation par la pêche. Ça ne veut pas dire qu'on va pêcher forcément directement sur le récif, mais si on accroît une ressource à un endroit, ça peut, avec le temps, se diffuser sur les habitats voisins. Donc, à la base, on immerge un substrat artificiel, vierge, donc symbolisé par mon cube en béton. Petit à petit, ce cube va se coloniser, tout d'abord par des espèces souvent fixées. Donc les différentes taches de couleur ici peuvent représenter par exemple des éponges, des algues, des hydraires, etc. Tout un tas d'espèces qui vivent fixées. D'ailleurs très rapidement, des substrats mis en mer sont totalement colonisés. En moins d'un an, souvent on ne voit plus la surface du substrat nu. Donc là on a un premier début de production. Et puis ensuite vont venir les premiers poissons. Alors les premiers poissons, ils viennent forcément des habitats voisins. Certains vont se sédentariser, d'autres vont y passer qu'une partie de leur vie ou qu'une saison précise. Donc ça va permettre de fournir gîtes et couverts à des poissons, adultes ou juvéniles d'ailleurs. Et puis on espère que si tout ça marche bien, il y a une
partie de ces poissons qui vont après s'exporter vers l'extérieur. Et puis, il faut surtout mettre en lumière le fait que toutes ces espèces qui vivent dans le récif eh bien, sont des espèces qui vont pondre. Et donc, on a aussi une exportation vers l'extérieur par la production d'œufs et de larves. Voilà. Donc, un récif artificiel, c'est un récif qui tente de recréer un habitat propice à la vie de nombreux organismes, notamment les poissons. Je vais surtout vous parler de poissons, mais il ne faut pas oublier tout le reste, de la faune et de la flore. Et les poissons qui sont présents sur le récif n'ont pas tous le même lien avec le récif. Donc il existe différents types d'espèces qui vont rechercher des choses particulières au sein de ce récif. Donc par exemple, certaines vont trouver un abri en cas de danger. Donc vivre à proximité du récif. Si un prédateur arrive, elles peuvent se cacher rapidement. Les espèces, certains poissons recherchent la proximité d'abri parce qu'elles n'ont pas les capacités forcément à échapper à un prédateur autrement. D'autres utilisent le récif comme lieu d'alimentation. Toutes les espèces, les petits invertébrés qui sont présents sur le récif peuvent être une source d'alimentation pour de nombreuses espèces. D'autres utilisent le récif uniquement durant leur phase de repos. Par exemple, ce congre, durant la journée, va se reposer tranquillement à l'abri dans le récif. Et puis, comme c'est une espèce nocturne, le congre va quitter le récif la nuit et puis aller chasser à proximité. Et puis, éventuellement, revenir le jour d'après ou aller dans un autre récif à proximité. Et puis, ça représente également un dortoir nocturne pour pas mal d'espèces, comme par exemple les castagnols. Donc, ce petit poisson noir que j'ai représenté au-dessus du récif, c'est un poisson qui vit en pleine eau durant la journée parce qu'il est planctonophage, il mange du plancton. Et la nuit, il a besoin de se protéger des prédateurs, donc souvent il va redescendre près du fond. Quand il y a un récif artificiel, c'est parfait pour se cacher. Classiquement, ce genre de poisson aussi peut se cacher dans un herbier de Posidonie. La nuit, les castagnols redescendent près du fond. Et puis, c'est également un lieu de ponte pour certaines espèces. Donc, on peut observer soit des comportements de reproduction, ou alors, on n'est pas là forcément pour voir le comportement, mais on peut observer des pontes sur le récif. Alors, ça concerne les poissons, mais ça concerne également énormément d'invertébrés, d'autres types d'espèces. Voilà, donc finalement, on essaye de recréer un habitat qui va fournir à ces espèces tous les besoins dont elles ont besoin durant leur cycle de vie. Alors, les récifs artificiels en France sont, on dirait, moyennement développés par rapport aux autres pays européens. Au total, à l'heure actuelle, on a 93 982 mètres cubes. Alors, c'est un chiffre très précis, mais bon, grosso modo, on peut retenir 94 000 mètres cubes. Quand on parle de récifs artificiels, on parle en volume, parce que c'est quelque chose qui représente un volume. Donc, c'est quelque chose qui est assez conséquent. On voit qu'en Méditerranée, c'est là où on a le plus de récifs artificiels. Donc, au total, en Méditerranée, on a quasiment 88 000 mètres cubes. Et puis le reste se trouve un petit peu en Atlantique, nord-est, sur les côtes françaises, et puis un petit peu dans les dom-toms. Dans les dom-toms, c'est moins répandu que sur le continent, même si dans les dom-toms, on utilise d'autres dispositifs artificiels qui aident la pêche, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc on ne va pas développer cet aspect. Voilà, donc 94 000 mètres cubes, c'est pas énorme, sachant que justement les récifs artificiels dont je vais vous parler aujourd'hui, ceux de Marseille, représentent 27 000 mètres cubes. Donc vous voyez qu'avec les 27 000 mètres cubes de Marseille, on a largement augmenté ce chiffre. Quasiment un tiers des récifs artificiels de France se trouvent à Marseille, donc près de chez nous. Donc les récifs artificiels de Marseille se trouvent juste devant Andoum,
On pourrait presque les voir d'ici. D'ailleurs, on peut apercevoir des balises qui signalent la zone des récifs. Donc des balises qui sont disposées aux extrémités du champ de récif. Donc je vais m'approcher un petit peu de la carte. Donc ici, Malmousque, nous sommes là. Les récifs artificiels sont juste en face. Ils sont symbolisés par ces triangles rouges et ces traits rouges. Les limites de la concession sont figurées en bleu. Et puis vous avez le Frioul de l'autre côté. Donc, grosso modo, à mi-chemin entre la côte marseillaise et le Frioul, vous avez ce champ de récif qui occupe une zone vaste d'environ 200 hectares. Donc 200 hectares, c'est énorme, mais les récifs sur le fond, en fait, occupent qu'un très petit pourcentage au sol. Moins de 5% au sol sont occupés par les récifs artificiels, le reste étant le substrat naturel. Alors, cette configuration, c'était la configuration initiale avec 7 villages. On va revenir à cette organisation. En réalité, on n'en a que 6. Donc, on a revu le projet un petit peu à la baisse pour des raisons budgétaires. Et également, la zone qui délimite le champ de récif, c'est la zone réglementaire, en fait, et qui est réglementée où sont interdites toutes les activités à la mer, sauf la navigation au-dessus des récifs, mais il est interdit d'y pêcher, il est interdit d'y plonger, il est interdit d'y mouiller, il est interdit d'y faire de l'apnée, etc. Et il y a 2 ans, on a un petit peu redessiné le contour, parce que là, vous voyez que le contour, il est un petit peu... au niveau de sa géométrie, c'est très complexe. Et il y a beaucoup d'angles. Et donc, en fait, on est revenu à un contour avec 4 angles, et c'était beaucoup plus facile à signaler. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le projet définitif. Donc cette carte représente l'herbier de Posidonie. Donc vous avez tous entendu parler de l'herbier de Posidonie. Oui, espèce protégée. Donc bien évidemment, les récifs artificiels ont été mis au-delà de l'herbier de Posidonie. Il était hors de question d'écraser l'herbier. Donc il se situe entre 25 et 30 mètres de profondeur. Il se situe sur un substrat qui est très robuste parce que c'est de la matte morte de Posidonie. Ça veut dire qu'avant, dans le passé, il y avait de l'herbier de Posidonie à cet endroit qui a été dégradé et est resté cette matte morte qui constitue un substrat vraiment très commode pour mettre des récifs artificiels parce que les récifs ne s'ensevelissent pas, donc c'est quelque chose de tout à fait propice. Vous voyez également la disposition des récifs en triangle. Voilà ces triangles, V4, V5, on appelle ça des villages. Donc les récifs artificiels ont été disposés en villages, donc en groupes. C'est un petit peu une urbanisation, parce que quand on fait un projet de récif artificiel, il faut penser à l'organisation et à la disposition des modules sur le fond pour que ça soit le plus efficace possible. Donc il y a 6 villages, du nord au sud. Vous avez également des liaisons. Ces liaisons ont été mises en place pour essayer de combler les trous entre les villages et pour créer des corridors pour que les espèces puissent circuler. Également, dans ces villages, vous voyez qu'il y a des espèces de petits carrés. Et en fait, chaque petit carré symbolise un récif artificiel. Voilà. Donc vous voyez que finalement, il y a beaucoup d'espace entre les récifs artificiels. Dans les villages, il y a environ 15 à 20 mètres entre chaque récif. Donc finalement, ça n'occupe pas énormément de place au sol, sachant que les espèces peuvent se déplacer d'un récif à l'autre. Alors voilà le détail d'un village. Pour vous donner une échelle, le côté d'un village fait 300 mètres de long. Et les récifs sont donc disposés sur le côté de ces villages. Et au centre des villages, il y a des récifs. Donc des récifs qu'on retrouve, les mêmes types de récifs qu'on retrouve sur les côtés, mais des amas de roches aussi un petit peu particuliers. De toute façon, je vais revenir là-dessus pour vous décrire chaque type de récif. Mais le centre des villages aussi a été
aménagés avec des récifs. Donc voilà un village vu d'un petit peu plus près. Et là, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, où vous avez figuré chaque type de récif. Donc il y a 6 types de récifs différents. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que la diversité en espèces et la richesse en espèces étaient souvent en relation avec la complexité de l'habitat. Donc plus on va diversifier la forme de l'habitat, eh bien, plus on va favoriser la diversité des espèces. C'est pour ça qu'il y a des récifs de grandes dimensions, d'autres plus petits. Il y en a avec des grandes cavités et également des petites cavités. Tout ça pour essayer de diversifier au maximum. Donc c'est la complexité structurale des récifs qui est le gage de réussite, un des gages de réussite de ces récifs. Alors on va voir un petit peu plus en détail quel type de récif on a. Donc voilà, vous pouvez voir que parmi ces 6 types de récifs, il y a 2 types de récifs qui sont plus volumineux et plus complexes que les autres. Il s'agit des récifs fakirs. Alors, ce n'est pas le plus volumineux, mais il est très complexe. Donc, les récifs fakirs qui ont un volume total de 75 mètres cubes, qui en fait sont constitués d'une plateforme en béton, 2 piliers en béton, et entre ces piliers, on y a mis des cubes en béton et des parpaings. On verra d'autres images plus tard, vous comprendrez un petit peu la complexité de ces modules. Mais il n'y en a que 21, donc ce n'est pas énorme, parce qu'au total, il y a 400 récifs. C'est marqué 400 récifs à Marseille, 27 000 m3. Donc sur 400 récifs, il y en a 21 de ce type. Le plus complexe et un des plus volumineux, c'est le panier acier. Également au nombre de 21 dans le champ de récif, 187 m3. Donc c'est quelque chose de volumineux. Pour vous donner une échelle, la hauteur du récif fait à peu près 5,50 m de hauteur. Donc là, vous avez un petit plongeur. On ne voit pas très bien avec la lumière, mais grosso modo, il y a 3 plongeurs qui peuvent tenir sur la hauteur du récif. Vous avez également des récifs filières hautes, 14 récifs. Alors gros volume, 252 m3. Mais en fait, ça, ce sont des récifs un peu particuliers parce qu'ils sont constitués uniquement de filières hautes qui montent dans la colonne d'eau. Ces filières sont maintenues par des grosses bouées qui montent jusqu'à 6 mètres au-dessus du sol, du fond marin. Alors c'est un récif un peu particulier parce qu'on ne peut pas considérer ça comme un récif dur, mais ces cordes sont quand même très colonisées, si bien que d'ailleurs, au fil du temps, on s'est aperçu que la structure de ces récifs était fortement modifiée, qu'ils se dégradent relativement vite parce qu'ils s'affaissent sous le poids de la colonisation des espèces. Voilà, donc ces filières hautes, il y en a peu, 14. Je dirais finalement c'est bien parce que c'est les moins efficaces. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure des amas d'enrochement. Donc ces amas d'enrochement sont des roches de carrière, tout simplement des roches que vous trouvez sur les digues. On a utilisé ces roches et pour en faire des gros tas. Donc ça ressemble à des éboulis rocheux. Donc finalement ça mime très bien les sites naturels, les habitats naturels. Ça se colonise très bien. Et c'est vrai que dans le paysage sous-marin, si certains reprochent à des récifs artificiels comme étant pas beaux parce que ça fait des blocs carrés, etc., là, les enrochements, on peut dire que c'est très proche des habitats naturels. Et puis, la majorité des modules de ce champ de récif sont constitués par des amas de cubes et des récifs chicanes. Alors, les amas de cubes sont constitués de 6 cubes superposés. Donc, vous en avez 4 à la base, 2 au-dessus. Au total, 2 mètres de hauteur. Ce sont des petits récifs. Vous voyez, 10,4 mètres cubes, donc des petits récifs. Il y en a beaucoup, 202. Donc, il y en a vraiment partout dans les villages. Et les chicanes, aussi des petits récifs, 100 récifs chicanes, qui font 18,7 mètres cubes. Donc, un volume pas très important. Alors, initialement, en fait, il était prévu que ces chicanes fassent 3 étages.
Mais pour la construction, en fait, bon, ça a été fait manuellement, un dalle en béton, des parpaings, parce que ça ressemble en fait à un petit immeuble. Hein, ça fait 2 mètres de hauteur. Il était prévu de faire 3 étages. Et pour des raisons budgétaires, on n'a fait que 2 étages. Et voilà. Donc c'est aussi ce qui explique un peu la baisse hein, du projet initial. Donc voilà pour ce que l'on va trouver comme type de récif artificiel sur le fond. Alors avant l'immersion, on a été voir un petit peu le chantier. Et alors comment ça s'est passé? En fait, tous les modules ont été amenés ou fabriqués sur les quais du port autonome. Donc après les stacks, vous avez, avant les stacks, pardon, vous avez des quais qui appartiennent au port autonome, là où maintenant sont les bateaux de croisière. À l'époque, il y avait encore beaucoup de places disponibles. Et donc le chantier de construction des récifs artificiels s'est trouvé là. Et puis, donc tous les récifs ont été assemblés sur place. Donc voilà un panier acier, par exemple les paniers acier tout neufs, avant immersion. Voilà les récifs fakir, les paniers fakir, avec donc les poteaux en béton et les cubes à l'intérieur. Donc vous voyez que c'est des structures très compactes, mais on le verra qu'entre en fait, ces cubes, il y a un petit peu comme des failles, et finalement ça plaît bien aux poissons. Il y a énormément de cachettes. La chicane à 2 étages, donc le petit HLM à poissons. La subtilité de cette construction, c'est d'avoir fait à l'intérieur un espèce de labyrinthe avec des parpaings. Donc en fait, le poisson peut rentrer à l'intérieur, se cacher à l'intérieur, ressortir de l'autre côté, etc. Donc en termes de fonctionnement, ça peut un petit peu mimer une ragassare finalement. C'est un petit peu la logique de la chose. Les amas de cubes. Donc ici, vous avez l'intérieur d'un cube. Et vous voyez qu'à l'intérieur de ce cube, il y a différents éléments. Parce que je vous ai parlé de complexité, donc on a essayé de complexifier au maximum avec des pots à poulpe, ici, des parpaings. Quand il y avait des parpaings qui restaient de la construction, par exemple des chicanes, au lieu de les mettre en déchets, on les a utilisés pour complexifier l'intérieur des cubes. Et puis, il y a des pochons de coquilles d'huîtres, on y reviendra après. Donc voilà ces cubes. Donc on les superpose, on en met 4 au sol, 2 au-dessus. Vous voyez aussi qu'il y a une élingue en acier. Alors ces élingues en acier, d'ailleurs elles sont toujours présentes au fond, elles ont permis l'immersion des récifs parce que chaque récif a été descendu un à un sur le sol, sur le fond de la mer, avec une grue, donc il fallait pouvoir saisir les récifs, donc ces élingues ont servi à ça. Et puis, il est prévu, éventuellement, de devoir les remonter. En effet, quand on occupe le fond marin, on est soumis à une autorisation qui n'est que temporaire. C'est-à-dire qu'on a une autorisation d'occupation temporaire, une AOT. Ces occupations temporaires, généralement pour les champs de récifs, sont de 30 ans. Donc, on est tranquille pour 30 ans. Mais les services de l'État sont susceptibles de demander à la ville de Marseille, entre autres, de sortir les récifs dans 30 ans. Quoi, maintenant, ça fait plus 30 ans, hein, ça fait plus que 22 ans. Voilà. Donc, ces élingues en acier sont restées en place, éventuellement. Bon, à l'heure actuelle, il n'y a jamais eu aucun récif de sortie de l'eau, mais on ne sait jamais. Donc, voilà l'intérieur. Alors les filières hautes, hors de l'eau, bien évidemment, on ne voit rien des filières parce que c'est quelque chose qui est maintenu dans la colonne d'eau grâce à des bouées. Alors la seule chose que je peux vous montrer ici, c'est les cadres en béton qui servent de support à ces filières. Donc un grand cadre en béton qui fait 6 mètres de côté, qui est posé au sol et auquel sont attachées les filières maintenues par les bouées. Voilà. Et puis enfin, ces amas d'enrochement. Donc, on a amené sur le port autonome la quantité de roches nécessaire pour faire ces récifs, une grande quantité. Et puis ensuite, je vais vous montrer tout à l'heure comment ils ont été émergés, ces récifs, et en particulier les amas d'enrochement. On ne les a pas descendus un à un,
parce que là, ça aurait été un petit peu laborieux. Hein, on a en fait laissé descendre chaque tas en entier, les uns après les autres. Voilà. Donc pour complexifier ces modules et pour accroître leur efficacité, eh bien, on y a mis des pots à poulpe. Des pots à poulpe fabriqués dans les règles en Tunisie, donc par des potiers qui sont à même de connaître ce qui convient aux poulpes. Voilà. Et ces pots à poulpe ont été collés à l'intérieur des récifs. Alors, peut-être que dans 2000 ans, ça fera des amphores. Dans 2000 ans, on fera des découvertes de pots à poulpe et ça sera les futurs amphores. Voilà. Bon, vous voyez quand même que ça marche. Là, il y a un petit poulpe. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit quelquefois des poulpes, mais on y voit aussi beaucoup d'autres espèces parce que ça convient aux rascasses, ça convient aux acidies, etc. On voit plein de choses dans ces pots à poulpe. On y a mis, pour complexifier, des pochons de coquilles d'huîtres. Alors, pourquoi ces pochons? Alors, les coquilles d'huîtres, eh bien, déjà, c'est un matériau qu'on peut récupérer facilement chez les ostréiculteurs, donc c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. On les a mis dans des pochons, d'ailleurs les mêmes pochons que les ostréiculteurs utilisent, donc des matériaux qui sont faits pour tenir à la mer. C'est des pochons, c'est du plastique, 15 kilos, et chaque pochon a été accroché, comme vous le voyez ici, à l'intérieur du récif. Et ça permet en fait de ménager des toutes petites cavités qui sont remplies d'organismes. Plus de 150 espèces répertoriées dans ces pochons à huîtres. Et vous verrez tout à l'heure l'importance que ça peut avoir au niveau du fonctionnement des récifs. Donc il y en a quasiment dans tous les cubes, on a ces pochons de coquilles d'huîtres. Tout à l'heure, je vous ai déjà montré les parpaings. Donc les parpaings restants, on les a mis au fond des cubes. Et puis enfin, des filières. Au sommet de nombreux récifs, des filières basses ont été accrochées pour, là aussi, augmenter un petit peu le volume. Et puis, sur ces filières, on y voit notamment des pontes de calmars, parce que les calmars aiment bien ce genre de structure. Alors, tout ça a dû être immergé une fois construit. La construction a eu lieu au fur et à mesure. Voilà le stockage à quai. Et puis, chaque récif a été chargé sur une barge. Donc, on ne chargeait pas les récifs un à un, on en mettait plusieurs à la fois sur une barge. La barge partait donc de l'Estac, venait jusque-là. Et l'immersion a eu lieu donc de novembre 2007 à juillet 2008. Alors, on a commencé juste avant l'hiver. Alors, c'est vrai que la période d'hiver a été relativement délicate pour l'immersion parce que la barge ne pouvait travailler qu'avec au maximum 50 cm de houle. Donc, il y a eu pas mal de jours d'arrêt, mais quand même, les délais ont été tenus. Bon, un petit peu plus de 6 mois pour l'immersion. C'est quelque chose d'assez concluant, d'autant plus que le cahier des charges était quand même assez contraignant parce que chaque récif devait être à moins de 5 mètres de la position décidée initialement, position GPS. Donc, il fallait vraiment être précis. Il fallait également se tenir éloigné de l'herbier de Posidonie, mais bon, ça, normalement, la cartographie l'avait prévu à la base. Et puis, descendre un récif jusqu'à 30 mètres de profondeur, c'est quand même quelque chose d'assez sportif. Alors, concernant les enrochements, alors ces enrochements, on n'a pas utilisé de grue, mais on a utilisé voilà, un bateau un peu spécial. J'ose pas dire le nom. Voilà, la Marie Salope. Alors, voilà. Et j'ai un petit film qui vous montre le déroulement de l'opération. Voilà, on a chargé la barge, vous voyez, avec tous ces rochers. On va en mer au-dessus de la position GPS prévue. On ouvre le bateau et tout part vers le fond. Alors là, le cahier des charges, c'était de respecter la position et puis également d'avoir des tas de roches d'un minimum de 2 mètres de hauteur. Alors, à la réception des travaux, bon, globalement, on y est arrivé, on est à 1,80 m, 2 mètres, donc c'est quelque chose de relativement réussi. Et c'était la première fois que ça se faisait de cette manière, donc c'est quelque chose de pas mal. Donc au fond, qu'est-ce que ça donne? Alors, des récifs tout neufs, en fait, il n'y a pas grand-chose
dessus. Alors j'ai des petites vidéos, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Ça c'était un enrochement tout neuf, donc vous voyez des blocs de carrière. Je vous fais voir cette image parce qu'après vous allez voir des images plus récentes et vous allez voir comment ça s'est colonisé. Donc voilà, les roches sans rien dessus. Bon, quand même une girelle qui se promène. Alors bon, la qualité de la vidéo n'est pas exceptionnelle parce que ça fait 8 ans, hein, les progrès ont fait quand même s'améliorer ça. Mais voilà. Donc au fond, voilà les cubes, les amas de cubes. Donc vous voyez là encore en état tout neuf, pas beaucoup de colonisation. Dans les premiers temps, les girelles sont vraiment venues très rapidement sur ces cubes. C'est des espèces qu'on a vues très rapidement. Voilà les filières hautes que je ne vous avais pas montrées encore en pleine eau. Donc déployées dans la colonne d'eau avec ces grosses bouées et ces cordages. Alors vous voyez que finalement, ce n'est pas très dense comme cordage. Donc bon, l'interrogation, c'était finalement qu'est-ce que ça va donner comme habitat. Les chicanes, alors les premiers temps, la première année, il y a eu vraiment énormément de pontes de calmar dans ces chicanes. Vous voyez au plafond là d'une chicane, ponte de calmar. Alors actuellement, il y a toujours des pontes de calmar, mais beaucoup moins. Je pense qu'à l'époque, en fait, comme le substrat était disponible, bah, ça plaisait beaucoup au calmar. Un panier acier également tout neuf, encore emballé, encore dans son emballage. Une chicane, voilà, une rascasse, vous voyez, qui est arrivée là dans un parpaing. Voilà, alors voilà pour le type de structure hein, qu'on a là en face, dans la rade du Prado. Alors nous, en tant que scientifiques, nous avons été chargés de suivre un petit peu la colonisation de ces récifs. Pas qu'un petit peu, hein, parce qu'il y avait des suivis obligatoires ordonnés par les services de l'État, notamment suivre la colonisation, voir s'il n'y avait pas d'impact négatif sur l'herbier de Posidonie voisin, par exemple, suivre l'état des structures. Alors là, c'est le GIS Posidonie qui s'en est chargé principalement. Et puis, au laboratoire, nous avons fait d'autres suivis scientifiques et notamment, nous avons essayé de répondre à une question. C'était comment fonctionnaient ces récifs et notamment, est-ce que c'est des structures qui attirent plutôt les poissons ou alors est-ce que c'est des structures qui produisent localement du poisson? Alors ça, c'est important parce qu'en France, on s'est toujours posé cette question. On s'est toujours posé cette question, si bien qu'il y a eu même des polémiques qui ont stoppé pendant 10 ans les immersions. De 1990 à 2000, il y a eu 0 immersion de récifs artificiels en France. Parce que certains scientifiques avaient démontré qu'avec des modèles mathématiques, on n'arrivait pas à prouver une production locale. Donc, une des questions qu'on se posait, c'est comment démontrer ça? Alors, s'il y a attraction, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Ça peut avoir comme conséquence un dépeuplement des zones naturelles alentour. Ça veut dire que les poissons qui se trouvent sur la roche naturelle vont avoir tendance à venir sur les récifs. Donc un dépeuplement. Et si on fait un bilan de la biomasse des zones naturelles et des récifs, eh bien on a une biomasse constante. Et au moins on n'a pas une augmentation de biomasse. Ou alors, si on a réellement de la production, qu'est-ce que ça veut dire de la production? Ça veut dire de la création de nouveaux poissons sur les récifs, des poissons qui ne viennent pas des zones naturelles alentours, mais qui ont grandi sur place. Eh bien, au bilan, on va avoir une augmentation de la biomasse et on aura comme résultat un support pour une pêche durable parce qu'on va pouvoir augmenter la ressource et finalement, c'est quand même le but de ces récifs, notamment les récifs à Marseille. Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas dit pourquoi on a fait des récifs à Marseille, parce que la pêche artisanale n'allait pas très bien, c'est vrai, que les pêcheurs se plaignaient de prendre de moins en moins de poissons. Prétextant la pollution, prétextant la destruction d'habitats. Et c'est vrai que la destruction d'habitats était certainement responsable de la baisse des ressources, et notamment de l'herbier de Posidonie. Parce que l'herbier de la baie du Prado a subi des dégradations assez significatives, et notamment dues aux travaux des plages du Prado, avec l'apport des remblais, etc. Il y a eu beaucoup de particules fines qui sont arrivées
au détriment de l'herbier de Posidonie. Donc il a fortement régressé en limite inférieure. Et c'est vrai que l'habitat était dégradé. Donc l'idée, c'était de recréer un habitat propice au développement des peuplements de poissons. Alors, comment répondre à cette question? Alors, pour répondre à cette question, on pouvait essayer d'analyser 3 éléments. Et ces trois éléments, je vais essayer de vous les résumer de manière simple. Pour qu'il y ait production, pour qu'un poisson grandisse quelque part ou qu'un crustacé grandisse localement, il faut qu'il ait de la nourriture. La nourriture qu'il va consommer, il faut que cette nourriture, elle soit créée à partir de matière organique, c'est-à-dire d'apports de carbone et d'azote. Vous, pour grandir chez vous, vous consommez de la nourriture, vous consommez des steaks ou des légumes. En tous les cas, vous avez un apport de carbone et d'azote que vous transformez en chair et en os. Voilà. Donc les poissons, c'est la même chose. Et donc, pour voir s'il y avait une production locale, tout d'abord, il nous fallait caractériser les sources de matière organique qui sont à la base de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire la chaîne alimentaire qui va se développer sur les récifs artificiels. Est-ce qu'elle s'alimente à partir de matière organique marine qui arrive du large? Est-ce que ça se fait à partir d'espèces de producteurs primaires comme des algues qui poussent sur place, etc. Donc caractériser cette source de matière organique. Ça, c'était le premier point, parce qu'ensuite, le but, c'était de suivre l'utilisation de cette matière organique, de cette ressource, donc ce qu'on appelle la production primaire, à travers la chaîne alimentaire que l'on trouvait sur les récifs artificiels et voir comment sont utilisées ces sources. Est-ce que ces sources qui se trouvent sur les récifs artificiels sont utilisées par des consommateurs locaux, notamment des filtreurs, des brouteurs, des herbivores par exemple, ou alors est-ce que ces sources partent et vont vers d'autres écosystèmes? Voilà, donc ça c'était la première question. Et puis, ces consommateurs locaux, est-ce qu'ensuite ils étaient utilisés par des poissons se trouvant sur les récifs? Donc est-ce que les poissons utilisent cette matière au travers de leur alimentation? Donc une alimentation locale. Auquel cas, si la réponse est oui, eh bien, ça veut dire qu'il y a une production locale. Les poissons se nourrissent localement avec une production qui a lieu sur place. Si la réponse est non, eh bien, ça veut dire que les poissons vont se nourrir ailleurs ou alors viennent de zones voisines. Voilà, donc un petit exemple d'utilisation des sources de matière organique par les invertébrés du récif. Alors sur le récif artificiel, je vous ai surtout parlé des poissons, mais il y a tout un cortège d'autres espèces plus ou moins grosses, plus ou moins visibles à l'œil nu. Et il y en a beaucoup plus, d'ailleurs, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qu'on arrive à voir uniquement sous la loupe binoculaire, ou au moins là, pour savoir de quelle espèce il s'agit. Donc sur les récifs, il y a énormément de filtreurs, c'est-à-dire d'espèces qui vont consommer la matière en suspension ou le plancton. Donc ces filtreurs, parmi ces filtreurs, il y a des éponges, il y a des bryozoaires, il y a des ascidies, il y a des bivalves, par exemple. Parmi les invertébrés, il y a également des consommateurs de très petite taille, comme des crustacés. Donc vous voyez, par exemple, l'image de 2 crustacés, je les ai mis au-dessus d'un pochon de coquilles d'huîtres. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces pochons de coquilles d'huîtres, il y a énormément de petits crustacés, 150 espèces différentes de crustacés, d'annélides, d'acidies, d'éponges, de gastéropodes, etc. Donc une très forte diversité, beaucoup de crustacés, et vous le verrez tout à l'heure, eh bien en fait ces crustacés sont une ressource alimentaire très importante pour les poissons. Alors là, je vais vous montrer un graphique qui, j'espère, ne va pas vous faire peur. C'est pour vous montrer de quels éléments on dispose pour savoir d'où vient la matière organique et comment elle est utilisée. En fait, on utilise des traceurs. Toute matière est composée de molécules
hein, d'éléments chimiques qui sont caractérisés par certains paramètres, et notamment la matière organique contient du carbone et de l'azote, je vous l'ai déjà dit, et la composition de ce carbone et de cet azote a une composition en isotopes du carbone et de l'azote qui peut varier. C'est ce que j'ai mis sur mes axes, delta C13, delta N15, excusez-moi d'utiliser ces termes. Mais en gros, nous, scientifiques, on va essayer de tracer la matière organique grâce à ces rapports isotopiques. Et on va vouloir connaître quelle est la quantité d'isotopes lourds et légers dans la matière vivante. Chemin faisant, eh bien, en fait, on s'est aperçu que la matière organique qu'on trouvait sur les récifs provenait beaucoup de la matière en suspension dans l'eau et du plancton, et que cette matière qui arrivait grâce à la masse d'eau était consommée par les filtreurs. Donc ça veut dire qu'on retrouve les signatures isotopiques de la proie dans le prédateur, donc de cette matière, dans les prédateurs de bas niveau trophique, hein, qui se trouvent en bas de la chaîne alimentaire. On retrouve la trace de cette matière. Donc, les filtreurs utilisent principalement les sources de matière qui se trouvent dans la masse d'eau. Les herbivores et les détritivores, c'est d'autres catégories de la chaîne alimentaire, eh bien, utilisent de la matière organique qui se trouve sur le fond, localement au niveau des récifs, les herbivores utilisant, par exemple, les algues qui poussent sur les récifs. Donc là, eh bien, on avait un premier élément nous permettant de dire qu'il y avait une intégration de la matière organique locale dans les premiers maillons de la chaîne alimentaire que l'on trouvait sur les récifs. Donc, premier point, on a caractérisé notre matière organique et on sait qu'elle est consommée localement. Deuxième question, c'était aller un petit peu plus haut dans la chaîne alimentaire et voir si les espèces, et notamment les invertébrés des récifs, eh bien, étaient des proies potentielles pour les poissons. Alors, premier élément de réponse, on a étudié le régime alimentaire des poissons des récifs artificiels, déjà en regardant ce qu'ils avaient dans le ventre. Donc on a prélevé des poissons, on a fait des analyses du contenu stomacal, et on s'est aperçu que les crustacés étaient les principales proies des poissons artificiels, et c'était les crustacés que l'on trouvait, les mêmes espèces que l'on trouvait notamment dans les pochons de coquilles d'huîtres. Donc vous avez une consommation locale des poissons, des petites proies qui se trouvent sur le récif. Donc on retrouve les mêmes espèces dans les abris des récifs que les espèces qu'on trouve dans les estomacs des poissons. Donc les poissons se nourrissent sur les récifs et donc la production de poissons est donc locale. Pour confirmer ça, on a fait les mêmes analyses chimiques que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mes sources et mes premiers maillons de la chaîne alimentaire. Et on s'est aperçu, mais là, vous me croyez en voyant ce graphe, on s'est aperçu que les signatures isotopiques des proies se retrouvaient dans les prédateurs qui étaient les poissons. Donc, on retrouve dans mon graphique, vous voyez, ici, vous avez les sources de matière organique qui sont consommées par les premiers maillons de la chaîne alimentaire, des filtreurs, des petits crustacés, des bivalves, qui sont consommés par les poissons qui vivent localement sur le récif. Alors, en plus, c'est des espèces de poissons qui sont relativement sédentaires. Il y en a qui sont très, très sédentaires, qu'on va retrouver tout le temps sur le récif. Chaque fois qu'on y retourne, on les reconnaît même, parce qu'en fait, on a tellement l'habitude d'y aller, c'est qu'il y a certains poissons qu'on connaît personnellement.
Et non, mais disons que c'est des poissons dont on connaît la biologie et qui sont des poissons relativement sédentaires. Voilà, donc tout ça nous permet d'aller dans le sens de la production locale plutôt qu'une attraction, même si quand on a immergé le premier jour le récif, le premier poisson qui est arrivé, il était attiré. Voilà, donc bon, globalement, voilà un schéma un petit peu récapitulatif, conceptuel du réseau trophique sur les récifs artificiels. On y retrouve tous les compartiments d'un milieu naturel. Donc quand on regarde chaque élément de la chaîne alimentaire, on les retrouve. Et puis en haut de la chaîne alimentaire, eh bien, on a mis nos pêcheurs, ou alors peut-être les dauphins et les thons qui peuvent aussi bénéficier de ces ressources. Alors, encore un graphique un peu peut-être difficile. C'est pour vous montrer un résultat très récent qui date de cette année. Parce que la question aussi, c'était de se poser, est-ce que un réseau trophique artificiel fonctionne comme un réseau naturel? Et donc, on a comparé le fonctionnement de notre récif artificiel avec le fonctionnement d'un substrature naturel à profondeur équivalente sur l'île du Frioul. Donc, on a fait le même genre d'études que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les isotopes stables, etc. Et vous voyez les deux graphiques. Récif artificiel du Prado, moins 28 mètres. Coralligène, moins 30 mètres. Là, on a pris les mêmes espèces et on retrouve la même architecture. Donc, non, mais finalement, ça veut dire qu'en fait, on recrée un système qu'on ne va pas appeler écosystème parce que ce n'est pas un système naturel, mais on recrée quelque chose qui fonctionne finalement comme quelque chose de naturel. Bon, ce qui est très logique, mais comme je vous le disais, il fallait le démontrer et ça a été démontré. Voilà. Alors, je vais passer à d'autres résultats de suivi. Bien entendu, il y a la colonisation des récifs qui a été suivie depuis 2008 jusqu'en 2015. Là, voilà, j'ai les résultats jusqu'en 2015, et notamment les peuplements de poissons. La question, c'était est-ce qu'il y a un accroissement du nombre de poissons, de leur biomasse sur ces récifs au cours du temps? Un premier graphique pour montrer ça. Ce graphique montre l'évolution de la biomasse, c'est-à-dire de la masse des poissons. Alors, les poissons cibles de la pêche, parce que c'est vrai que si on prend tout le peuplement de poissons, les petits pélagiques, etc., qui n'ont pas d'intérêt pour la pêche, c'est moins démonstratif. Donc là, on s'est attaché à prendre les poissons cibles de la pêche entre 2008 et 2015. Alors, on voit qu'au début, l'augmentation de biomasse était difficilement discernable et on pouvait me dire qu'il n'y avait pas vraiment d'augmentation. Bon, donc on était relativement sceptique sur l'efficacité. Puis on se posait des questions aussi sur le braconnage dans la zone. Puis en 2015, on a vu un décollement de la biomasse. Bon, à voir si ça se poursuit dans le temps, mais c'est plutôt bon signe. Si on regarde récif par récif, je vais juste vous demander de regarder cette colonne qui montre en fait l'évolution de la biomasse totale des poissons ou des espèces cibles. Et vous voyez que globalement, on a toujours des chiffres supérieurs à 1. Donc ça veut dire que globalement, quel que soit le type de récif, l'augmentation a lieu, les 6 types de récifs. Mais vous voyez qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Voilà. Mais bon, globalement, on a une augmentation de cette biomasse. Et si on veut regarder type de récif par type de récif, là, vous avez un graphique qui présente les 6 types de récifs. Donc, acier, amas, chicane, enrochement. J'espère qu'à la fin, vous connaîtrez les 6 types de récifs. Enrochement, fakir, filière. Et vous avez la biomasse moyenne de poissons en grammes par mètre cube. Donc, c'est rapporté au mètre cube. Ce n'est pas la biomasse totale sur le récif, parce que comme il y en a des plus gros, ils auraient été avantagés. Ça démontre qu'il y a des récifs beaucoup plus efficaces que d'autres. Vous voyez, fakir, tout à l'heure, je vous disais, il est massif, mais il y a des failles, etc. Ça plaît aux poissons. Sur le fakir, on a près de 400 grammes de poissons au mètre cube. C'est pas mal. Bon, sur les autres, ça varie d'un type à l'autre. Mais par contre, la filière, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une grande réussite.
Oui, ce n'est pas une grande réussite, vous voyez, c'est là où on a le moins de biomasse. Et puis enfin, dernier résultat sur ces suivis, on a démontré également au cours du temps qu'il y avait une augmentation de la taille des poissons. Sur les récifs, il est interdit de pêcher depuis le début. Et ça, en accord avec les pêcheurs professionnels qui veulent une reconduction de l'interdiction de la pêche. Eh bien, l'interdiction de la pêche, ça a un effet non seulement sur l'augmentation de biomasse, mais également sur l'augmentation de la taille moyenne des poissons, parce qu'ils ont le temps de grandir. Donc là, chaque courbe correspond à une année. Et grosso modo, vous avez ici la longueur totale du poisson et chaque courbe correspond au nombre de chaque poisson de chaque taille. Donc par exemple, si on prend la courbe bleue, eh bien, des poissons de 10 cm, il y en avait en gros une dizaine. De 16 cm à beaucoup plus. Il y en avait 150, etc., etc. C'est comme ça qu'il faut lire cette courbe. Donc, plus cette courbe va se déplacer de ce côté du graphique, eh bien, ça veut dire qu'il y a plus de gros poissons. Donc, au total, c'est un résultat très intéressant parce qu'on a plus de gros poissons. Et ça veut dire qu'il y a une meilleure reproduction. Pourquoi ? Parce que les poissons, plus ils sont gros, plus ils sont performants au niveau de la reproduction. Ce n'est pas linéaire. Hein. Un poisson de 10 cm, il n'a pas 2 fois moins de capacité qu'un poisson de 20 cm. Non, c'est exponentiel. Et on a démontré, par exemple, que certains poissons de 40 cm eh bien, avaient une efficacité de reproduction peut-être 200 fois meilleure qu'un poisson de 20 cm. Donc, c'est exponentiel. Donc, avec des gros reproducteurs, eh bien, on va avoir beaucoup d'exportation d'œufs et de larves de poissons. Voilà. Alors, dernier petit résultat scientifique, on étudie également les fonctions écologiques que fournissent les récifs sur les peuplements de poissons, et notamment la fonction de nurserie. La nurserie, en fait, c'est l'endroit où arrivent les jeunes individus. Donc la question, c'était est-ce qu'il y a des jeunes poissons, donc des juvéniles qui arrivent sur les récifs, ou alors est-ce que c'est des poissons d'une certaine taille ? Accueillir des jeunes poissons, c'est bien parce que ça permet de fournir un habitat qui va permettre aux poissons après de se développer, d'autant plus qu'il n'y a pas de pêche. Donc voilà. Alors, en fait, étant donné la profondeur, il n'y a pas énormément de jeunes poissons qui arrivent sur le récif, même s'il y en a quand même quelques-uns. Et donc, on a procédé à des expérimentations pour voir si, en plaçant sur ces récifs des dispositifs particuliers mimant des habitats que les juvéniles de poissons aiment, comme par exemple des alguiers, des herbiers, etc., voir si on pouvait améliorer le recrutement de ces jeunes poissons. Alors en fait, ça marche. On a essayé plusieurs dispositifs. On a essayé des dispositifs avec des cordes, donc des cordes en polypropylène qui flottent. Donc ça mime un petit peu un herbier. On a essayé un dispositif avec des espèces biologiques, donc, qui s'appellent des cystosères. Donc, ce sont des algues de grande taille qui ont un développement saisonnier, mais qui sont pérennes, c'est-à-dire qui vont rester plusieurs années en place. Et même cette espèce, l'espèce qui a été utilisée, peut avoir une longévité de plus de 50 ans. Et puis, on a étudié des récifs sans dispositif. Donc, ici, je vous présente des résultats de ces suivis et où on a en fait compté le nombre de juvéniles par mètre carré. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les récifs avec les cordages. Alors, en rouge, vous avez les récifs sans dispositif. Donc, vous voyez que le taux d'arrivée de jeunes est toujours assez médiocre. Il varie d'une année à l'autre. Là, le suivi a été fait pendant 5 ans. Mais il est relativement bas. Dès qu'on met un dispositif, des cordes ou des cystosères, vous voyez qu'on améliore l'arrivée des jeunes poissons. Donc ces dispositifs sont efficaces. C'est normal, l'habitat devient plus favorable. Mais par contre, par exemple, le cordage, d'une année à l'autre, perd son efficacité, puis finalement on arrive à quelque chose qui est équivalent à un récif sans dispositif.
Tout simplement parce qu'en fait, ces cordages, on s'est aperçu qu'avec la colonisation, eh bien, ils s'affaissaient, ils devenaient moins efficaces. Par contre, en utilisant des algues, des cystosères, alors là, oui, on a quelque chose qui marche très bien. Vous voyez que là, on a un nombre de jeunes poissons significativement plus élevé qu'ailleurs. Alors, pour deux raisons, parce que l'habitat est propice à l'arrivée des juvéniles. C'est une espèce pérenne, saisonnière, donc chaque année, en fait, elle fait des rameaux. Voilà, ma cystosère ici. Elle fait des rameaux qui peuvent faire 30 cm de haut. Ces rameaux tombent à l'automne et au printemps repoussent. Donc, en fait, elle s'auto-entretient, il n'y a pas de problème de fouling, etc. Chaque année, on a le développement d'un peuplement qui est propice au recrutement. Et puis, deuxième point, c'est que cette espèce, maintenant, eh bien, là où on les a implantées, eh bien, cette espèce s'est reproduite et on a une multiplication du nombre de plantes sur le récif. Donc, ça améliore l'efficacité de ces récifs. Donc, le but de ça, c'est nous de préconiser aux aménageurs eh bien, peut-être d'utiliser ce genre de dispositif biologique pour améliorer l'efficacité des récifs. Voilà, donc j'ai quasiment fini. Alors, en conclusion, à Marseille, si on reprend les questions qu'on s'était posées au début, est-ce qu'on a été efficace au niveau de la restauration du site de la baie du Prado? Globalement, oui. Vous avez vu les résultats au niveau des peuplements de poissons. On a une augmentation de la biomasse. Alors, je ne vous ai pas parlé de diversité, mais avant l'immersion de ces récifs, on avait un fond de substrat meuble avec de la mate morte beaucoup moins riche que ce qu'on a actuellement, même si ce n'est pas des fonds qui sont morts sans rien, hein, mais on a une diversité beaucoup moindre. Et oui, on a reconstitué un éco, entre guillemets, système qui est comparable au fonctionnement des zones voisines naturelles. Est-ce que c'est efficace au niveau de la gestion? Oui, parce que de toute façon, déjà, la zone est protégée. Est-ce qu'il y a un effet sur la pêche artisanale? Alors, les pêcheurs ne nous le disent pas vraiment. Oui, on pêche mieux, etc. Quoi qu'il en soit, on constate quand même qu'ils se mettent le plus proche possible de la limite de la concession des récifs. Donc, quelque part, ça doit quand même procurer un avantage. La protection, non, ce n'est pas un récif de protection. Donc, ce n'était pas le but. Mais par contre, quand même, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux engins de pêche perdus sur ces récifs. Donc, il y a du braconnage. On retrouve des lignes, des leurres, des morceaux de filets, etc. Donc, il y a quand même du braconnage. Alors, depuis un an, il y a une patrouille qui a été mise en place par la ville de Marseille qui surveille spécialement la zone des récifs. Donc, je pense que ça sera efficace au niveau du braconnage. Pour les activités de loisirs, ce n'est pas le but premier de ces récifs, donc non, ce n'est pas l'objectif du projet. Mais par contre, l'éducation à l'environnement, oui, parce qu'il y a pas mal de programmes soutenus par ces récifs. Il y a des programmes dans les écoles, hein, parrainage d'un récif par classe. Il y a de la science participative avec la Fédération de plongée. Il y a des journées grand public. Il y a des conférences comme aujourd'hui, donc voilà. Donc ça permet de communiquer sur le problème. Et voilà, donc je vais finir par quelques photos et même une vidéo. Alors, donc je vais vous emmener en plongée sur les récifs, quand même. Voilà, donc les plongeurs s'immergent. Alors pour trouver les récifs, il faut toujours les baliser en surface parce que comme je vous ai dit, ils sont espacés les uns des autres, la visibilité n'est pas toujours bonne et ils ont chacun leur position. Donc on place une bouée en surface, on descend sur le fond, d'autant plus que de la surface, on ne les voit pas parce que c'est entre 25 et 30 mètres. Et on arrive donc sur notre champ de récif. Donc voilà, là vous avez un panier acier. Et là, un scientifique qui fait un recensement de poissons, donc il a une plaquette à la main et avec une lampe, eh bien, quand on fait ce genre de recensement, on essaye de noter toutes les espèces qu'on voit, y compris sa taille à 2 cm près, ce qui nous permet après de calculer la biomasse. Alors là, ce sont des organismes, vous voyez, qui colonisent. Là, vous avez un anthédon. Avant, vous aviez des petites crevettes pélagiques, des limaces de mer. Vous voyez que sur les parois, vous avez plein d'organismes fixés, des bryozoaires, des algues calcaires, encore un bryozoaire. Donc un univers très coloré. Hein. Et puis bien sûr des poissons.
Voilà, une petite rascasse. Alors les rascasses sont très nombreux sur les récifs. Il y a énormément de cachettes. Alors c'est vrai que quand on fait les comptages de jour, on sous-estime le nombre de rascasses parce qu'il y en a beaucoup de cachets. Ça nous arrivait de faire des plongées de nuit. Et là, on en voyait beaucoup plus à l'extérieur. Parce que c'est aussi un poisson nocturne qui se nourrit la nuit. Voilà, donc les castagnols là qui sont dans le récif mais qui sont souvent au-dessus. Un poulpe qui occupent les cavités. Alors, il y a des espèces qu'on voit assez couramment et qu'on voit relativement rarement sur les substrats naturels. Par exemple, les langoustes. Hein, les langoustes à 25 mètres, il n'y en a pas énormément. Par contre, sur les récifs, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, vous voyez les loups. Tous les hivers, vous avez des groupes de loups qui viennent tourner autour des récifs. Alors, c'est typiquement une espèce saisonnière, hein, le loup, qu'on ne voit que l'hiver. Voilà le dessus d'un récif panier-acier. Puis vous voyez, il y a tout le temps des pélagiques, des petits pélagiques qui se nourrissent de plancton. Vous voyez la bouche qui est projetée en avant pour attraper les petites particules qui sont dans l'eau. Et puis une méduse, alors, bon, qui n'a pas de lien direct avec le récif, mais qui se trouvait là. Donc, on en a profité pour la filmer. Les filières, donc je vous disais, regardez maintenant l'allure que ça a. Donc ça s'est complètement affaissé. Alors qu'avant, elles étaient complètement déployées. Vous allez voir une image après, je pense. Voilà, donc vous voyez que ça a perdu vraiment de sa fonction. Hein, et l'habitat est quand même différent. Alors il y a des triptérégions dedans, il y a des petites espèces, mais voilà, ce n'est pas non plus l'optimum. Et voilà ce que c'était avant. Où on a croisé des Saint-Pierre. Moi, personnellement, à 2 reprises, j'ai vu des Saint-Pierre. Donc, bon, ça, c'est des poissons qu'on ne voit pas non plus très, très couramment. Donc, on arrive à avoir des choses sympathiques. Et puis, voilà, le récif Fakir, celui qui contient le plus de biomasse au mètre cube. Vous voyez que c'est très compact. Au centre, là, vous avez un amas de parpaings qui permet d'avoir des petites cavités, notamment pour les rascasses. Les sars adorent aussi ces failles entre les cubes. Voilà, et vu de haut, ça fait un Rubik's Cube. Voilà. Voilà le plus petit récif, 10 mètres cubes, l'amas de cubes avec ses 6 cubes. Mais il y a quand même des choses dedans. Et puis, étant donné que en fait, les récifs sont quand même les uns côté des autres, on a du passage. Voilà un pochon de coquilles d'huîtres, une étoile de mer, voilà, et puis une ponte de calmar qui n'est pas perdue pour tout le monde, parce que l'étoile de mer, là, est en train, je pense, de casser la croûte. Et voilà.